L'année est 1943. Le monde brûle avec la plus grande guerre jamais menée. Des millions de soldats s'affrontent en Europe, en Afrique et en Asie. Mais tous ces soldats ne sont pas des hommes. Pour la première fois dans une guerre moderne, des milliers de femmes portent aussi des uniformes militaires. Les femmes américaines rejoignent le corps de l'armée des femmes, pilotant des avions et travaillant dans des bureaux près des combats. Les femmes britanniques servent comme pilotes, transportant des avions des usines aux aérodromes à travers des ciels dangereux. Les femmes françaises combattent dans des groupes de résistance, faisant sauter les trains de ravitaillement allemands et transmettant des messages secrets. Ces femmes croient qu'elles combattent selon les mêmes règles de guerre que les hommes. Mais malheureusement, beaucoup d'entre elles découvriraient bientôt qu'elles se trompaient. Le lieutenant Mary Collins n'a jamais pensé qu'elle deviendrait prisonnière. En tant que membre du corps de l'armée des femmes américaines, elle travaillait à quelques kilomètres seulement derrière les lignes de front en Italie, gérant les communications radio pour les forces alliées qui avançaient. Quand les chars allemands ont percé près de Monte Cassino lors d'une attaque surprise, Mary et 4 autres officiers du corps de l'armée des femmes ont été pris dans le chaos. Cria son commandant alors que les soldats allemands encerclaient leur petit quartier général. Mais il n'y avait nulle part où aller. Des femmes en uniforme, le capitaine allemand semblait plus surpris que fâché quand ces hommes ont amené le groupe de Mary à lui. Il parlait un anglais parfait, les regardant de haut en bas, lentement. Comme c'est intéressant. L'Amérique envoie ses filles mourir dans la boue étrangère. Quelque chose dans ses yeux fit frissonner Mary. Ce n'était pas seulement le regard d'un ennemi capturant des prisonniers. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de vorace. « Nous sommes du personnel militaire », dit fermement Mary, pointant ses barres de lieutenant. « Selon la Convention de Genève, nous avons des droits en tant que prisonniers de guerre. » Le capitaine allemand sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. « La Convention de Genève, dit-il lentement, protège les soldats, pas les femmes qui jouent à la guerre. » Il se tourna vers ses hommes et parla en allemand. Mary ne comprenait pas les paroles, mais elle vit comment les yeux des soldats changèrent alors qu'ils la regardaient, elle et les autres femmes, à nouveau. Plus tard, elle se souviendrait de ceci comme du moment où elle a d'abord compris la vraie peur. Le même jour, 300 km au nord, en France, la pilote de l'auxiliaire de transport aérien britannique Sarah Bennett grimpait hors de l'épave de son Spitfire. Elle livrait l'avion de chasse à un aérodrome près de Paris quand les canons antiaériens allemands l'ont trouvée. L'avion était abattu, mais Sarah était vivante. Elle n'est pas restée libre longtemps. Les patrouilles allemandes l'ont trouvée cachée dans la grange d'un fermier juste avant le coucher du soleil. Nom, grade et numéro de série. Sarah répétait alors qu'on l'interrogeait. Elle portait un uniforme approprié de la Royal Air Force. Elle avait une identification. Elle s'était entraînée pour ce moment. Les règles de la guerre étaient claires, dit l'officier allemand en charge. Il était plus âgé que les autres, avec des yeux froids. Comme votre pays est devenu pervers en voyant ces femmes faire le travail des hommes. Il fit une note dans un petit carnet, écrivant quelque chose qui le fit sourire légèrement. Puis il regarda Sarah à nouveau. Vous n'irez pas dans un camp de prisonniers ordinaires. Frank Bennett, votre situation inhabituelle nécessite un traitement spécial. À travers la France, la Belgique, l'Italie, et plus tard en Allemagne elle-même, alors que les forces alliées avançaient. Cette scène s'est jouée des dizaines de fois. Des femmes américaines, britanniques et françaises au service militaire tombant aux mains des Allemands. Chaque fois, le schéma était le même. Séparation immédiate des prisonniers masculins, classification spéciale, traitement différent. Dans un mémorandum daté de juin 1943, trouvé seulement après la fin de la guerre, le haut commandement allemand a émis des instructions spéciales. Les combattantes ennemies féminines représentent une catégorie unique de prisonnières. Elles ne doivent pas être traitées par les canaux de prisonniers de guerre standards. Leur statut de femmes qui ont volontairement abandonné les rôles féminins normaux les soumet à des protocoles spécialisés. Ces protocoles spécialisés ont été écrits dans un langage froid qui cachait un sens terrible. Un autre document, gardé secret jusqu'en 1995, a ordonné aux officiers allemands, à la fin de 1943, les Allemands avaient créé un système parallèle entier pour gérer les femmes alliées capturées. Pas d'inspection de la Croix-Rouge. Pas d'échange de prisonniers, pas de surveillance. Tandis que les prisonniers masculins allaient dans des camps de prisonniers de guerre établis, où les règles internationales étaient au moins partiellement respectées, les femmes capturées allaient ailleurs, entièrement. Ils nous ont mis dans un camion séparé, dit plus tard Mary Collins aux enquêteurs militaires dans un rapport qui resta classifié jusqu'en 2006. Les prisonniers masculins ont été chargés sur un transport régulier. Nous avons été conduits dans une direction différente. Je me souviens d'un des gardes allemands disant à un autre « La façon dont il a souri en le disant, dit un officier allemand en anglais parfait.
Votre guerre est terminée, mais j'ai peur que vos vrais ennuis ne fassent que commencer. La première chose que les Allemands ont prise aux soldats capturés n'était pas leurs armes ou leurs informations, c'était leur dignité. Quand Mary Collins et les autres femmes américaines sont arrivées au bâtiment sans marquage, elles ont été immédiatement séparées. Les prisonniers masculins ont suivi un processus simple: nom, grade, numéro et contrôle de santé basique. Les femmes ont affronté quelque chose de très différent. Enlevez tout. L'ordre venait d'une femme allemande dans un uniforme impeccable. Ce n'était pas une infirmière ou une médecin, c'était quelque chose d'autre, une officière formée spécialement pour gérer les prisonnières. La pièce était froide, avec des lumières vives et des sols en béton. 5 gardes allemands, hommes et femmes, se tenaient en observation. Mary regarda ses collègues officières. Elles avaient été entraînées à donner seulement le nom, le grade et le numéro. Rien dans leur entraînement ne les avait préparées à ceci. Dit à nouveau Mary, sa voix tremblant légèrement. La femme allemande l'interrompit avec un rire sec. « Cet accord est pour les soldats. Vous êtes des femmes qui ont oublié votre place. Votre traitement reflètera cela. » Elle fit un signe aux gardes, qui s'avancèrent. Ce qui s'est passé ensuite s'appelait un examen dans les dossiers allemands. Mais ce n'était pas des soins médicaux. C'était la première étape pour briser ces femmes. Elles ont été forcées d'enlever tous leurs vêtements, se tenant nues sous des lumières dures alors que des officiers allemands marchaient autour d'elles, faisant des commentaires sur leur corps. Certains prenaient des notes, d'autres simplement regardaient. Un appareil photo a flashé à plusieurs reprises. « Pour l'identification », expliqua un officier allemand avec un petit sourire. Des années plus tard, les chercheurs trouveraient ces photographies non pas dans les dossiers d'identification militaire, mais dans les collections privées des commandants de camp. C'étaient des trophées, pas des dossiers. Sarah Bennett, la pilote britannique, a affronté un traitement similaire quand elle est arrivée à une installation près de Paris. La partie la plus choquante était son organisation. Elle écrivit plus tard dans un journal gardé caché pendant sa captivité. Ce n'était pas une cruauté aléatoire. Ils avaient un système, un processus, des formulaires à remplir, des salles spéciales aménagées juste pour les prisonnières. Ils avaient planifié ceci. Les examens ont duré des heures. Les femmes ont été mesurées, photographiées sous tous les angles, posées des questions envahissantes sur leur vie personnelle. Les médecins allemands, principalement des hommes, ont effectué des contrôles physiques inutiles, leurs mains s'attardant trop longtemps. Tout ceci a été enregistré dans un langage clinique dans des dossiers marqués « Protocole de traitement des prisonnières féminines ». Un document trouvé après la guerre, écrit par le haut commandement allemand, expliquait le but. Les femmes occidentales qui prennent des rôles militaires maintiennent la force psychologique par l'identification avec les soldats masculins. Cette identification doit être systématiquement démantelée. Leur statut de femme doit être souligné par un traitement conçu pour créer la honte et la conscience de la vulnérabilité. En termes simples, ils voulaient faire oublier à ces femmes qu'elles étaient des soldats et leur rappeler qu'elles étaient des femmes qui pouvaient être blessées de façon que les prisonniers masculins ne pouvaient pas l'être. Pour les femmes de la résistance française, le processus était encore pire. Sans uniforme ni statut militaire, elles ont été classées simplement comme des terroristes féminines. Leur traitement comprenait l'humiliation publique devant les troupes allemandes, forcées de se tenir nues dans les cours, tandis que les officiers faisaient des conférences sur les femmes qui trahissent leur rôle naturel. Certaines ont eu la tête rasée, comme d'autres civils français accusés d'aider les Alliés. Ils ont pris des photos de tout. Une femme de la résistance française, nommée Élise Dupont, a dit aux enquêteurs alliés après la guerre: « Ils nous ont fait poser. Ils nous ont fait tenir debout de façon que son témoignage s'arrête ici, dans les dossiers officiels. » L'officier masculin qui prenait sa déclaration a écrit « Le sujet est devenu trop émotif pour continuer ». Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que sa description était trop troublante pour qu'il la note. Après le traitement, les femmes ont reçu des vêtements différents des prisonniers masculins. Pas des uniformes, mais des robes civiles, souvent trop petites ou trop révélatrices. Rien dessous. Pas de chaussures appropriées, juste des pantoufles fines. Quand elle se plaignait du froid, les gardes riaient. Demanda un garde à Mary Collins quand elle a exigé un traitement approprié de prisonnière de guerre. Les soldats endurent les difficultés sans se plaindre. Considérez ceci comme votre premier test. Cette nuit-là, la température dans les quartiers des femmes a chuté près du gel. Elles se sont serrées ensemble pour se réchauffer, des étrangères devenant des sœurs par la souffrance partagée. Ce processus s'est répété à chaque installation où les femmes alliées étaient détenues. Les dossiers allemands montrent au moins 15 centres de détention féminins spécialisés en fonctionnement en 1944.
Chacun a suivi les mêmes procédures affinées par une expérience horrible. Chacun a été conçu pour briser les femmes de façon spécifique, différente des hommes. Un manuel de formation pour les gardes allemands, découvert dans les archives des décennies plus tard, a ordonné: les prisonnières féminines nécessitent un conditionnement psychologique avant l'interrogatoire. Leur sens de la modestie et du genre doit être exploité. Créer des conditions où elles doivent choisir entre la dignité et la coopération. Documenter toutes les réponses à des fins de recherche. Ce mot froid recherche apparaît souvent dans les dossiers allemands sur les prisonnières féminines. Ils ne faisaient pas seulement détenir ces femmes, ils les étudiaient, apprenant ce qui les brisait, affinant leurs méthodes. Le Troisième Reich, avec son obsession des rôles de genre appropriés, voulait comprendre les femmes qui avaient dépassé ces rôles en devenant des soldats. À la 3e journée de captivité, de nombreuses femmes ont commencé à montrer des signes de l'effondrement psychologique que les Allemands recherchaient. Certaines ont cessé de parler, d'autres pleuraient constamment. Quelques-unes sont devenues en colère, combattant les gardes et faisant face à des punitions sévères. Les Allemands ont noté toutes ces réactions dans leur dossier, évaluant l'adaptation de chaque femme au statut féminin. Mais quelque chose d'inattendu s'est également produit. Quelque chose que les Allemands n'avaient pas prévu. Les femmes ont commencé à résister de petites façons. Elles ont formé des liens étroits les unes avec les autres. Elles ont créé des systèmes de communication secrets. Elles ont trouvé des moyens de maintenir leur dignité, même dans les conditions les plus humiliantes. Ils pouvaient nous prendre nos vêtements, notre intimité, même nos noms, a écrit Sarah dans son journal caché. Mais ils ne pouvaient pas nous prendre qui nous étions vraiment. Chaque nuit, nous chuchotions nos grades et nos unités les uns aux autres. Nous nous rappelions. Nous sommes des soldats. C'est juste un autre champ de bataille. Cette résistance a enragé leurs captifs. Les officiers allemands s'attendaient à ce que les femmes occidentales se brisent facilement sous ces techniques spécialisées. Quand elles ne l'ont pas fait, les gardes ont intensifié leurs méthodes. La phase suivante allait tester la force de ces femmes de façon encore plus sombre qu'auparavant. À la fin de la première semaine de captivité, Mary Collins a entendu 2 gardes parler à l'extérieur des quartiers des femmes. L'un a dit quelque chose en allemand qui a fait rire l'autre. Mary avait appris assez d'allemand pour comprendre les paroles glaçantes. Le commandant dit que si elles pensent toujours qu'elles sont des soldats après le traitement, il est temps que l'interrogatoire réel commence. Les femmes ne le savaient pas encore, mais le traitement n'avait été que le début. Le pire était encore à venir. Après 2 semaines aux mains des Allemands, Mary Collins et les autres femmes capturées ont été déplacées à nouveau. Elles ont voyagé la nuit, dans des camions couverts, les fenêtres noircies pour qu'elles ne puissent pas voir où elles allaient. Quand les camions se sont finalement arrêtés, elles étaient arrivées à une installation, contrairement à tout camp de prisonniers ordinaire. Il n'y avait pas de marquage sur les portes, pas de visite de la Croix-Rouge, pas de contact avec les prisonniers masculins ou le monde extérieur. « C'est ici que vous resterez jusqu'à la fin de la guerre », leur a dit le commandant alors qu'elles étaient menées à travers des portes lourdes. « Ou jusqu'à ce que vous prouviez que vous êtes assez coopératives pour un meilleur traitement. » Le bâtiment avait autrefois été un petit hôpital avant la guerre. Maintenant, il servait un objectif différent, un endroit où les Allemands pouvaient faire des choses loin des regards observateurs. L'installation près de Francfort n'était sur aucune carte officielle. Elle n'était pas inscrite dans les dossiers de prisonniers allemands que les forces alliées captureraient plus tard. Elle existait dans un monde d'ombre créé spécialement pour les femmes que les Allemands considéraient comme des cas difficiles, celles ayant une intelligence militaire, une formation ou des postes de direction. Des sites secrets similaires fonctionnaient dans tout le territoire contrôlé par les Allemands, des endroits où les règles normales ne s'appliquaient pas. Sarah Bennett, la pilote britannique, a été envoyée à une installation différente près de Paris. Elle l'a décrite dans ses écrits cachés. Cela ressemble presque à la normale de l'extérieur, comme un immeuble de bureau ou une petite école. À l'intérieur, c'est divisé en sections. Des salles différentes pour des objectifs différents. Certaines pour l'interrogatoire, certaines pour la punition, certaines pour ce qu'ils appellent le traitement spécial. Les Allemands sont très organisés dans tout ce qu'ils nous font. Ils tiennent des dossiers, ils ont des horaires. Ce n'est pas de la cruauté aléatoire, c'est tout organisé. Dans ces sites spécialisés, les officiers du renseignement allemand ont mis en œuvre ce que leurs propres documents appelaient des protocoles d'interrogatoire féminins renforcés. En langage clair, ils utilisaient « vous savez quoi » comme pratique standard pour interroger les femmes prisonnières. Contrairement à l'humiliation publique du traitement, cette phase s'est déroulée à huis clos, mais avec la connaissance et l'approbation complète de la direction allemande. La première fois qu'ils m'ont emmené pour un interrogatoire nocturne, j'ai pensé que ce serait comme les autres séances. Mary a témoigné plus tard dans un rapport scellé par les autorités américaines jusqu'en 2001.
Mais ils ne m'ont pas emmené à la salle d'interrogatoire ordinaire. J'ai été amené au quartier privé d'un officier. Il y avait 3 hommes qui attendaient. L'un a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» La transcription note que Mary a cessé de parler pendant plusieurs minutes avant de continuer. Les officiers allemands croyaient que les femmes occidentales seraient particulièrement vulnérables à tout cela en raison de ce qu'ils appelaient les notions bourgeoises d'honneur et de vertu. Un document de formation a dit aux interrogateurs « Maintenant, cette résistance a demandé un courage incroyable. Chaque matin, les femmes qui avaient été emmenées pour interrogatoire la nuit précédente reviendraient meurtries et brisées. D'autres les aideraient à se nettoyer, partageant les petites quantités d'eau qui leur étaient données. Elles chuchoteraient des paroles de force les unes aux autres. Elles aideraient celles qui ne pouvaient pas se tenir debout ou parler après ce qui leur avait été fait. Les Allemands ont remarqué cette solidarité et ont essayé de la briser. Ils offriraient un meilleur traitement aux femmes qui informaient sur les autres. Ils donneraient de la nourriture supplémentaire ou des vêtements plus chauds à celles qui coopéraient. Ils isoleraient les femmes qui semblaient être des leaders, les gardant séparées des autres. Mais ces tactiques ont rarement fonctionné. Il y avait une sergente américaine, a écrit Sarah, qu'ils emmenaient chaque nuit pendant 2 semaines. Quand ils l'ont ramenée, elle ne pouvait même pas marcher, mais elle ne leur a rien dit. Pas un mot au-delà de son nom et de son numéro. Quand ils ont finalement renoncé à elle, ils l'ont jetée de nouveau avec nous, pensant qu'elle était brisée au-delà de la réparation. Mais cette nuit-là, elle a chuchoté le serment d'allégeance aux autres dans sa chambre. Toujours une soldat, toujours en combat. À mesure que 1944 progressait et que les forces alliées se rapprochaient de l'Allemagne, le traitement des femmes prisonnières s'est aggravé. Les Allemands ont commencé à détruire les dossiers et à déplacer les prisonnières plus profondément en territoire allemand. Ils savaient que ce qu'ils avaient fait à ces femmes serait considéré comme des crimes de guerre s'il était découvert. Certaines femmes ont été transférées tellement de fois que leurs propres gouvernements les ont complètement perdues de vue. Pour Mary, Sarah, Elise et des centaines d'autres femmes capturées, la survie est devenue la seule victoire possible. Chaque jour vivant était une autre bataille gagnée. Chaque acte de petite résistance était un triomphe. Elles ne pouvaient pas savoir si elles seraient jamais libérées ou si quelqu'un saurait jamais ce qui s'était passé dans ces endroits secrets. Mais elles ont refusé de renoncer à leur identité fondamentale de soldats, même alors que tout était fait pour la détruire. En avril 1945, à l'approche des forces alliées en Allemagne, elles ont commencé à trouver des installations secrètes où le personnel militaire féminin avait été détenu. Les soldats libérateurs n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont découvert. Des femmes en pénibles conditions, souffrant non seulement de la famine, comme les autres prisonniers, mais de blessures et de traumatismes que les officiers masculins ne savaient pas comment gérer. Certaines ne pouvaient pas parler du tout. D'autres ne pouvaient pas arrêter de parler, les paroles se déversant sur ce qui leur avait été fait. Le lieutenant Mary Collins était parmi celles libérées d'une installation près de Munich. Quand des soldats américains ont enfoncé des portes, elle pesait seulement 38,5 kg. Ses cheveux avaient blanchi par endroits, bien qu'elle n'ait que 26 ans. « Nous sommes des soldats américains », a-t-elle dit au jeune sergent choqué qui a trouvé son groupe. « Nous sommes des soldats comme vous », le sergent a écrit plus tard dans son rapport qu'il a pleuré quand elle a dit ces paroles. Alors, j'ai arrêté d'en parler. Nous l'avons tous fait. Le traitement médical que ces femmes ont reçu à la maison a empiré les choses, pas amélioré. Les médecins masculins dans les hôpitaux militaires ne comprenaient pas leur traumatisme unique. Les femmes souffrant de ce que nous appelons maintenant le trouble de stress post-traumatique ont été diagnostiquées avec l'hystérie féminine ou des conditions nerveuses. Leurs problèmes physiques résultant de ce qui s'était passé ont souvent été ignorés ou mal diagnostiqués. Le médecin m'a posé des questions sur mes cauchemars et mes attaques de panique. Sarah a écrit en 1946 « Beaucoup de femmes elles-mêmes ont gardé le silence, non seulement à cause des actes secrets officiels qu'elles avaient signés, mais parce que le monde ne voulait pas entendre. Certaines ont essayé de raconter leurs histoires seulement pour être traitées de menteuses ou de chercheuses d'attention. D'autres ont découvert que les gens ne pouvaient simplement pas croire ce qu'elles décrivaient. La nature systématique de ce qui s'était passé était si horrible que beaucoup préféraient penser que c'était exagéré. Les gens disaient « Mary a écrit « C'était plus facile de croire que nous l'inventions ou que nous étions folles. » Le silence a duré des décennies. Beaucoup de femmes sont allées à leur tombe sans jamais dire la vérité complète, même à leur famille. Sarah Bennett s'est mariée en 1947, mais n'a jamais eu d'enfant. « Je ne pouvais pas supporter d'être touchée pendant des années », a-t-elle écrit à un ancien compagnon prisonnier en 1952. « Mon mari pense que c'est à cause d'un problème physique. Je ne lui ai jamais dit la vraie raison. Comment pourrais-je ? Nous gardons tous les secrets qu'ils nous ont dit de garder. »
Ce n'est que dans les années 1980 que les historiens ont commencé à découvrir ce qui s'était passé. Alors que les dossiers de guerre étaient lentement déclassifiés, les chercheurs ont commencé à trouver des modèles troublants dans les documents éparpillés. Des références à des installations spécialisées pour les prisonnières, des rapports médicaux avec certaines sections complètement noircies, des lacunes dans les dossiers de transfert de prisonniers où les noms des femmes auraient dû être. En 1985, la professeure Helen Richards a commencé à interroger les femmes survivantes qui avaient été prisonnières militaires. Au début, peu voulaient lui parler. Puis lentement, alors qu'elles atteignaient leurs 60 et 70 ans, certaines ont commencé à partager leurs histoires. Elles étaient fatiguées de porter le fardeau seules, fatiguées du silence officiel. Elles voulaient que la vérité soit connue avant leur mort. Ce n'était pas seulement ce que les Allemands nous ont fait, a dit Elise à Richard dans une interview enregistrée en 1987. C'était ce que nos propres gens ont fait après. Ils nous ont dit d'oublier. Ils ont caché nos rapports. Ils nous ont traités comme si nous avions fait quelque chose de honteux en survivant. Nous avons été trahis 2 fois. D'abord par nos ravisseurs, puis par nos pays. En 1995, une percée est venue quand un cache de documents allemands a été découvert dans une ancienne archive de Starizy à Berlin-Est. Ceux-ci comprenaient des manuels de formation pour gérer les prisonnières et des rapports évaluant différentes méthodes d'interrogatoire. Le langage clinique ne pouvait pas cacher l'horreur de ce qu'il décrivait. Enfin, il y avait une preuve que les histoires des femmes étaient vraies. Mais même avec cette preuve, leur reconnaissance officielle est venue lentement. Le premier reconnaissement formel n'est venu qu'en 2001, quand le gouvernement américain a déclassifié les dossiers sélectionnés sur les prisonnières de guerre. Une petite cérémonie a honoré les femmes survivantes maintenant dans leurs 80 ans. Aucune presse n'a été invitée. Aucune déclaration publique n'a été faite. Juste une reconnaissance tranquille d'une vérité cachée pendant un demi-siècle. Mary Collins n'a pas vécu pour voir ce jour. Elle est morte en 1988, son histoire largement non racontée. Mais elle a laissé derrière elle des lettres et des journaux cachés dans son grenier, découverts par une nièce qui nettoyait sa maison. Dans l'une de ses dernières entrées, elle a écrit « J'écris ceci pour ce jour, bien que je ne m'attende pas à le voir. Certains fardeaux que vous portez toute votre vie, en espérant que la prochaine génération n'aura pas à le faire. » Les histoires de Mary, Sarah et Elise illuminent un coin sombre de l'histoire qui a presque disparu à jamais. Leur courage n'était pas seulement sur les champs de bataille ou dans les cieux. Il a continué pendant des années de captivité et des décennies de silence imposé après. Ce qui rend ces femmes extraordinaires n'est pas seulement ce qu'elles ont enduré, mais comment elles ont résisté en formant des liens qui les ont soutenues à travers une obscurité inimaginable, chuchotant leur grade la nuit pour se souvenir qui elles étaient vraiment. Ce documentaire sert à la fois de dossier historique et de reconnaissance longtemps attendu. Grâce aux documents déclassifiés et aux témoignages des survivantes, nous avons reconstitué ce que les gouvernements ont essayé d'effacer. Leur héritage perdure dans les protections élargies pour les femmes en uniforme aujourd'hui. Plus important encore, en honorant leurs histoires, aussi douloureuses qu'elles puissent être, vous assurez que ces femmes ne sont plus des victimes de l'effacement historique. Même si certaines histoires nous mettent au défi, toutes méritent d'être racontées. Merci de vous en souvenir, à la mémoire des femmes du corps de l'armée des femmes, de l'auxiliaire de transport aérien et de la résistance française qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour celles qui ont survécu à la captivité seulement pour être réduites au silence. Pour celles dont les histoires sont restées classifiées jusqu'à la mort. Pour Mary, Sarah, Elise et des centaines comme elles, dont le courage a continué longtemps après la fin de la guerre. Que leur sacrifice longtemps ignoré soit enfin reconnu. De 1943 à 2025, du secret à l'histoire,